Bonsoir à tous. Donc, je suis Isabelle Huot, présidente de l'Université Paris-Dauphine. Je voulais vous souhaiter la bienvenue à cet événement et surtout remercier Madame Christine Lagarde de sa présence aujourd'hui pour cet événement important pour notre université. Je la remercie d'autant plus que je sais qu'elle n'accepte que rarement les invitations, et c'est d'autant plus important pour nous que nous fêtons cette année les 50 ans de notre université. Paris-Dauphine a été créé en 1968-1969 par le ministre de l'époque, le ministre Edgar Faure. Vous êtes installé dans l'amphithéâtre Edgar Faure. Et l'idée à l'époque, c'était de créer un centre expérimental et surtout un lieu ouvert sur le débat, un lieu d'accueil du débat public, un lieu d'organisation d'événements, un lieu ouvert sur la cité pour former des citoyens critiques et responsables. Donc votre présence, Madame la ministre, est vraiment importante pour nous. Elle l'est aussi parce que c'est la clôture des House of Finance Days, donc un événement important aujourd'hui, dans un champ qui nous importe beaucoup à Paris-Dauphine, la finance, que nous essayons d'aborder avec un regard pluridisciplinaire et pour lequel nous avons un véritable intérêt pour toutes les questions d'éthique, de développement durable, de finances responsables. Nous essayons d'infuser cette idée dans toutes nos formations, dans nos projets scientifiques, et nous sommes vraiment très impatients de vous écouter, Madame la Ministre, sur ce sujet. Donc je ne vais pas être plus longue parce que vous n'êtes pas venue pour m'écouter moi, mais pour assister à des échanges avec nos étudiants, que je remercie pour leur participation. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue et je voudrais accueillir maintenant Elia Jouini, vice-président de l'Université Paris-Dauphine et directeur de la House of Finance. Madame le ministre, chère Christine Lagarde, je suis particulièrement heureux de vous accueillir aujourd'hui à la suite d'Isabelle Huot. Je le suis tout d'abord à titre personnel parce qu'il y a quelques années, j'avais eu l'occasion de vous accueillir ici même en 2011. Vous étiez à l'époque membre du gouvernement français et pour ma part, j'étais membre d'un gouvernement de transition en Tunisie. Et j'ai la faiblesse de penser que ce jour-là, nous avions peut-être contribué à remettre un peu de sérénité dans la relation franco-tunisienne, sérénité qui n'aurait jamais dû disparaître. Et puis, je suis encore plus heureux de vous accueillir au titre de la House of Finance. La House of Finance qui est le lieu qui rassemble toutes les forces de Dauphine en finance en matière de formation, en matière de recherche, en matière de partenariat avec les entreprises. Et les House of Finance Days se clôturent avec votre conférence. Nous avons eu 16 conférences, plus de 60 experts qui sont intervenus au cours de ces journées, plus de 3000 participants, et vous nous faites aujourd'hui l'honneur et l'amitié de votre présence. Je vous en remercie très vivement. Bonsoir Christine Lagarde. Bonsoir à toutes, à tous. Bonsoir les jeunes qui vont poser des questions. Christine Lagarde, voilà, je suis ravi de vous accueillir ici dans cette magnifique université pour ces Days of Finance et cette institution qui a 50 ans. Je vous accueille au nom de l'Opinion et de l'Opinion.fr, ce journal que je dirige et qui essaye tous les jours de pousser un petit peu, et nous ne sommes pas très nombreux sur ce créneau, des idées libérales. On va parler pendant... Merci beaucoup. On va parler pendant un petit moment ensemble, et puis après on échangera avec les étudiants qui ont préparé de très bonnes questions. Vous verrez, elles sont bonnes, bien travaillées et tout à fait à l'image de ce qu'est cette université. Bienvenue en France. Christine Lagarde, bienvenue à Dauphine. Vous êtes à la tête du FMI depuis 2011, un poste évidemment mondial, considérable. Vous avez été renouvelé en 2016. Bienvenue en France, disais-je, un pays dans lequel vous avez été ministre plusieurs portefeuilles, dont l'économie et les finances, pendant plusieurs années, entre 2007 et 2011.
Est-ce que, vu de là où vous êtes, c'est-à-dire aux États-Unis, est-ce que vous diriez que le pays que vous visitez aujourd'hui va mieux ou moins bien qu'il y a quelques années? Allez-y. Merci Frédéric. Merci monsieur le professeur. Pardon. La France va mieux. La France va mieux qu'il y a quelques années et elle n'est pas la seule. Un certain nombre de pays d'économie avancée et un certain nombre de pays de la zone euro vont mieux. Ce qui ne veut pas dire qu'aujourd'hui ça va très bien. Et on note en particulier, on aura l'occasion de sortir nos chiffres le 9 avril prochain, puisque c'est la date à laquelle on met à jour nos prévisions pour l'exercice 2019 et 2020. On constate dans la plupart des économies avancées un léger tassement de la croissance. On a toujours de la croissance, mais on a une croissance qui est en baisse de régime en ce moment, en particulier pour l'année 2019, en raison d'un très faible quatrième trimestre 2018 et d'un redémarrage poussif en début 2019. Mais la France va mieux. Il y a un certain nombre des réformes, dont certaines d'ailleurs qu'on avait envisagées en 2007, 2008, avant que la crise financière ne nous embarque avec nos projets, qui sont en cours de mise en œuvre, inspiré par une détermination politique qui n'est pas totalement étrangère au libéralisme dont vous faisiez part tout à l'heure. Et donc, vous diriez, est-ce qu'on peut mettre une note ou est-ce que ça n'a pas de sens? Non. Ah non, alors ça, c'est une chose à laquelle on se refuse catégoriquement. Et ça a été l'objet de grands débats au Fonds monétaire international. Je me souviens de ça, c'est pour ça que je vous pose la question. Nous ne sommes pas des agences de notation, ni des États, ni de quelque autre opérateur économique. Le gouvernement français s'est beaucoup félicité ces jours-ci. Beaucoup de cocorico sur la croissance un peu meilleure que prévu en 2018 et probablement en 2019, sur le déficit un peu moins élevé que prévu, 2,5% du PIB alors qu'on attendait 2,6%. On fait son miel avec ce qu'on peut. Hein. Oui, et ma question est simple, est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il se rengorge un peu trop? D'abord, quand on a un chiffre qui est meilleur que ce qu'on avait craint, on s'en réjouit. Parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui, de toute façon, vous enfoncent. Donc, bien sûr qu'il faut s'en réjouir. Quand on regarde les performances des autres grandes zones économiques au sein de la zone euro, oui, on peut s'en réjouir aussi. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même une Allemagne qui tire un peu vers le bas l'ensemble de la zone euro, une Italie qui est au stade complètement plat. Donc, avoir réalisé un 6 plutôt qu'un 5 l'année dernière, c'est plutôt mieux. Il vaut mieux être surpris à la hausse que surpris à la baisse. Aujourd'hui, on a des prévisions qui nous surprennent plutôt à la baisse. Donc oui, quand c'est un peu mieux, il vaut mieux s'en réjouir. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter de travailler, de progresser, de tenir les engagements et de poursuivre les réformes. Dans quel sens? Écoutez, nous considérons qu'il faut les poursuivre dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'il faut à la fois avoir des perspectives budgétaires qui soient suffisamment fiables, solides, disciplinées pour inverser la trajectoire de dette, premièrement. Deuxièmement, il faut impérativement poursuivre et développer les réformes structurelles qui sont de nature à libérer les potentiels de croissance et les potentiels de productivité de l'économie française. Donc il faut poursuivre dans tous ces domaines-là. Ce sont des domaines qui sont effleurés depuis des années, que beaucoup de gouvernements disent avoir suivi ou avoir essayé de labourer, sans résultat. Et ça nourrit beaucoup de contestations. Je pense en France à une grande partie de la population qui, lorsqu'elle s'exprime au travers des sondages, par exemple, conteste tout à fait qu'il faille faire ces réformes dont vous parlez aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a raté en France pour que autant de monde soit absolument persuadé que la voie d'une réforme, d'une flexibilité, d'un allègement des pesanteurs, enfin tout ce que vous évoquez en général ici et dans tous les travaux du FMI, pourquoi est-ce qu'on a raté pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu la force de conviction d'imposer ce genre d'idées? Comme toute politique de changement, elle nécessite à la fois un travail de pédagogie, d'anticipation, de coordination avec l'ensemble des acteurs,
d'une part, et deuxièmement, une conduite du changement qui permette de laisser entrevoir, comprendre, à la fois en termes de résultats tangibles et en termes de calendrier, les bénéfices qu'en tireront les agents économiques. C'est extrêmement compliqué à mener. C'est pas réussi par beaucoup de pays au monde. Il ne faut pas imaginer que la France est le seul petit canard noir qui n'arrive pas à réussir les réformes. C'est très difficile. On le voit dans de multiples pays du monde. Il y a une part de la population en opposition radicale presque avec ces idées-là qui est très importante. Je ne dis pas que le populisme est juste un phénomène français, bien sûr, mais on voit qu'il est extrêmement puissant aujourd'hui, et à droite et à gauche, et très remonté contre ces idées-là. Alors, une fois de plus, ça n'est pas un phénomène franco-français. On le constate dans l'ensemble des pays européens, pas dans toutes les économies avancées, mais il y a eu des phénomènes aussi. Le Occupy Wall Street qu'on a vécu aux États-Unis oui. Il y a environ 3 ans, était du même 3-4 ans maintenant, était un peu du même ordre. C'est-à-dire le rejet des modalités de sortie de la crise, l'exaspération devant l'aggravation d'un certain nombre d'inégalités, notamment en termes de fortune et de revenus et d'opportunités, et le sentiment que le contrôle sur son propre destin et la faculté de progresser sur le plan économique n'était pas à la disposition de tous. Donc il faut répondre à ces questions-là. Comment ? Comment si on a il y a quelques grands axes. Vous y travaillez, vous y avez réfléchi. Qu'est-ce qu'il faut changer dans notre attitude ? C'est malheureusement pas seulement une question économique, c'est aussi une question d'ordre culturel, d'ordre éthique. Moi, je ne suis pas la seule à penser ça, mais je pense que la manière dont on est sorti de la crise financière qui risquait de tout emporter, y compris notamment les dépôts des épargnants, on ne l'a pas géré en communication sur ce mode-là. C'est-à-dire qu'on a parlé de sauvegarder le système bancaire, de maintenir les institutions en matière financière. On n'a pas beaucoup pensé à se dire mais qu'est-ce que ça veut dire pour les épargnants ? Qu'est-ce que ça veut dire pour les déposants ? Comment est-ce que ça va contribuer à améliorer leur situation ? Premier élément. Deuxièmement, il y a quand même beaucoup de gens, c'est particulièrement vrai aux États-Unis parce que le système de filet de sauvetage social aux États-Unis est particulièrement sous-développé par rapport à ce qu'on voit en Europe et particulièrement en France. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ont perdu leur job, qui ont perdu leur maison, qui ont été obligés de déménager, qui ont considérablement perdu à l'issue de la crise financière, qui se sont dit moi j'ai tout perdu. Et puis il y en a d'autres qui y ont beaucoup gagné et qui finalement sont à peu près à l'abri de toutes les conséquences des agissements qu'on leur attribuait, alors à juste ou pas juste titre, mais auxquels ils ont contribué. Donc cette espèce de dichotomie de traitement dans la sortie de la crise, je pense, a joué un rôle important dans ce sentiment d'exclusion et de frustration. Vous ajoutez à cela des transformations technologiques massives qui vont forcément avoir des conséquences sur le mode de formation, sur l'emploi, en particulier l'emploi des femmes au passage. On a fait une étude récente qui le montre très clairement. Impact négatif sur Oui, impact négatif. C'est des pertes d'emplois, c'est des emplois qui sont diminués, transformés, pour lesquels les gens ne sont pas forcément prêts. Et puis vous rajoutez une couche qu'on appelle de la mondialisation et dont on se dit que c'est peut-être le commerce international. Et ça crée une espèce de faisceau très négatif qui amène les gens à se dire il n'y a pas de solution. Donc je choisis ce qui se présente. Oui, je choisis ce qui se présente et ce qui n'a jamais été essayé, en tout cas ce que les promoteurs de ces idées disent n'avoir jamais essayé. Parfois. On parle un peu, vous avez évoqué le ralentissement de la conjoncture mondiale. Quel est le diagnostic que vous portez aujourd'hui sur 2019 ? Je sais bien qu'on attend le 9 avril pour avoir le détail, mais votre vision moyen-long terme, c'est quoi ? Non, je vais vous dire 2019 et puis ensuite moyen-long terme. 2019, sans vous donner les chiffres du 9 avril, parce que par égard pour ma directrice des études, je ne veux pas donner le chiffre maintenant. Mais ce que l'on constate depuis un an, puisqu'en général on essaie de regarder trimestre sur trimestre et depuis un an. Mais depuis un an, on a constamment, à chaque révision de nos chiffres, baissé les prévisions à la baisse. -1, enfin -0,1, -0,2, -0,3, ça dépendait, mais ça a toujours été révisé à la baisse. C'est-à-dire qu'on est parti de 3,9, qui était la prévision de croissance pour 2019, pour le monde entier. Il y a un an pour le monde entier, à aujourd'hui 3,5. Et je pense que c'est un 3,5 qui est très mou. Voilà.
Ce qui veut dire que Non, ça veut rien dire la du tout, ça veut tradition dire sera qu'il est respectée. mou. Bon, ouais. Ouais. Merci Bon. Nicolas. Et on n'est pas les seuls, hein. Il y a beaucoup d'autres organismes qui ont Bien sûr. ont déjà publié leurs prévisions, qui sont elles aussi révisées à la baisse. On prévoit un 2020 qui sera un peu meilleur pour deux raisons essentiellement, parce que on a constaté depuis quelques semaines, allez, quelques petits mois, une amélioration sur l'espèce de tension qui résultait d'un resserrement probable de la politique monétaire américaine notamment, qui s'est évidemment atténuée avec les annonces du président Powell en décembre et encore plus récemment. Oui. Donc on est Plus passé de peur que de mal. oui, enfin, on avait quand même un estimatif de l'ordre de 3 augmentations du taux d'intérêt sur l'année 2009. On est maintenant, dans les estimations de marché en tout cas, à 0. Donc les conséquences d'un resserrement de politique monétaire avec les risques de mouvements de capitaux sortant des pays émergents, revenant se placer notamment aux États-Unis, avec les risques de resserrement du système de financement des entreprises, des États et des particuliers, ce risque-là s'est atténué très clairement depuis le début de l'année 2019. Donc on pense que ça a de fortes chances de se poursuivre sur l'ensemble de l'année 2019. Donc ça, c'est un élément qui était il y a un an de risque, qui est devenu un élément neutre, voire favorable. Le deuxième élément sur lequel on table, mais sur lequel on est quand même plein d'espérance, mais on n'a pas grand-chose de très concret, c'est l'amélioration des tensions considérables observées sur le commerce international, et notamment entre les États-Unis et la Chine. Là, on a très clairement un processus de négociation qui est à l'œuvre, qui s'accélère, puisqu'on a une équipe américaine menée par le secrétaire d'État au Trésor, le secrétaire d'État au Commerce, et puis je crois qu'ils sont deux qui partent, enfin qui négocient à partir d'aujourd'hui. L'équipe chinoise arrive la semaine prochaine. Donc il y a une accélération qui nous laisse penser que ça avance bien sur plus de sujets que ce qui avait été envisagé. Donc je pense que les marchés ont déjà un peu anticipé, ce qui explique probablement les raisons pour lesquelles les marchés se sont dressés sensiblement, qui escomptent, donc les marchés, escomptent probablement un règlement plutôt pacifique et plutôt favorable de cette tension-là. Ce qui ne veut pas dire que toutes les tensions en matière de commerce soient toutes éloignées. Mais ça nous amène à être quand même un peu plus optimistes pour l'année 2020 dans le monde de manière générale. Ça veut dire que l'ambiance de crise que Donald Trump a installée à coups de tweets assez caricaturaux et de hausse des tarifs. Et de hausse des tarifs, cette ambiance de crise, à votre avis, peut s'atténuer, voire même disparaître au gré des négociations entre ces deux puissances. Je parle des États-Unis et Chine. Non, mais Après, on parlera de l'Europe qui peut être la victime collatérale de tout ça. Oui, je pense que vous avez raison. C'est tellement compliqué de donner des vraies prédictions avec l'incertitude qui trône en la matière, mais le sentiment général est celui qui est appréhendé aussi par les marchés et qui se retrouve dans les prix, c'est qu'on va vers une négociation globale à titre bilatéral entre les États-Unis et la Chine, et qui portera probablement sur à la fois les tarifs, les barrières non tarifaires pour certaines, et puis des sujets fondamentaux qui concernent tous les opérateurs, c'est-à-dire la meilleure protection de la propriété intellectuelle, les transferts forcés de technologie, les risques au titre de la cybersécurité, les agissements des state-owned enterprises qui sont reprochés aux Chinois dans les définitions habituelles de l'OMC. Donc tout ça est très important pour structurer la relation. Ah, et j'ai oublié les politiques de change entre les pays. Donc tout ça est important pour structurer les relations entre ces deux-là. Et on peut imaginer que ensuite, la grande puissance économique vers laquelle se tourneront les regards américains, ça sera l'Europe. Des discussions sont déjà en cours, mais largement moins avancées qu'avec la Chine. Avec un bloc européen qui n'est pas d'une unité folle. On a vu ce qui s'est passé il y a 3 jours, alors non pas vis-à-vis des Américains, mais vis-à-vis de la Chine. L'Italie qui est allée, de son côté, signer un accord très important, le premier en Europe avec la Chine sur les routes de la soie. Comment est-ce que vous regardez, encore une fois, de votre poste d'observation mondiale, planétaire, comment est-ce que vous regardez la construction d'une forme d'unité un peu bancale de l'Europe face à la Chine ? Moi, j'observe que dans les révisions de croissance que l'on produit actuellement, la Chine et les États-Unis sont très peu affectés. En revanche,
l'Union européenne, enfin les pays de l'Union européenne et la zone euro en particulier sont affectés. Donc on se retrouve, enfin l'Union européenne et la zone euro se retrouvent un peu en étau. Je parle uniquement des prévisions de croissance pour les mois à venir, se retrouvent prises en étau entre ces deux autres grandes puissances économiques. Mais la zone euro est la deuxième grande puissance économique au monde. Donc j'étais ce matin à la Banque de France qui faisait un colloque sur les 20 ans de l'euro. Et moi, nous soutenons au FMI que si on arrive à avancer sérieusement sur le renforcement de l'union bancaire au sein de la zone euro, oui. La création, le renforcement et l'amplitude nécessaire du marché des capitaux au sein de la zone euro, on peut avoir un socle financier suffisamment solide avec évidemment l'union monétaire qui existe depuis 20 ans pour avancer de concert et peser véritablement au même titre que la zone économique en tant que telle. Ça me paraît un impératif. Il faut être solide financièrement pour pouvoir ensuite aller négocier avec de grands blocs comme les États-Unis ou comme la Chine. La Commission européenne a récemment adopté un texte avec des mots très différents, pour une fois, vis-à-vis de la Chine. La Chine est traitée de rival systémique, alors que jusqu'à présent, la Chine était un pays qui offrait plus de possibilités que de risques. Est-ce que, pour vous, c'est un bon signe? C'est un signe du réveil de l'Europe? Est-ce que c'est le signe d'un durcissement de l'Europe à ses frontières? Comment est-ce que vous interprétez ça? C'est la prise de conscience d'une transformation très profonde de la Chine, d'abord. Parce que, à la fois en termes de poids économique, de financement dans la recherche, d'expansion des entreprises chinoises hors de leurs frontières, de cette espèce de tandem économico-politique chinois pour aller au-delà et investir massivement dans les infrastructures, dans les pays en développement pour contribuer à leur expansion et au développement de ces pays-là. C'est un changement de politique très profond qui amène à se poser la question du rôle de la Chine, non seulement dans le développement chinois qui a été considérable au cours des 30 dernières années, qui a vu sortir plus de 300 millions d'individus d'une pauvreté absolue, pour devenir une puissance expansionniste et investissant largement hors de ses frontières. Donc c'est très bien de prendre conscience de cette transformation et ça nécessite forcément des révisions déchirantes en matière de positionnement. Et de politique, par exemple, de renforcement des entreprises françaises et européennes. Je pense une actualité qui a beaucoup agité en France, qui était le refus par la Commission européenne de la fusion entre Siemens et Alstom. Beaucoup ont argumenté sur le fait qu'une entreprise chinoise, CRCC, allait prendre les parts de marché. Est-ce que l'Europe doit réviser ça? Est-ce que l'Europe doit être moins naïve vis-à-vis de ce genre de sujet? Je ne pense pas qu'elle ait été naïve. Je ne suis pas là pour prendre la défense de la Commission, mais les acteurs européens, les institutions européennes, elles sont là pour appliquer des règles. Donc je pense qu'elles ont appliqué des règles. Il faut se poser la question de savoir comment on révise ces règles, comment on définit le marché, comment on définit la substituabilité, comment on appréhende les interventions éventuelles, peut-être pas aujourd'hui, mais dans les 5 ans à venir, surtout compte tenu d'activités dans lesquelles l'investissement dans la recherche est toujours le prélude à un développement d'activités. Donc ça me paraît une évidence de devoir remettre ce métier-là sur l'ouvrage et de se reposer ces questions. Et de se reposer ces questions, quitte à changer, donc, ce qui est plus qu'une jurisprudence, qui est une réalité dans les règles de la Commission européenne. Vous avez fait un discours, Christine Lagarde, il y a quelques jours, au début de la semaine, devant le Peterson Institute. Le thème, c'était la fiscalité des entreprises dans le monde. Et les termes qui revenaient le plus souvent dans ce discours que j'ai lu, c'est éthique, confiance, équité, et rien moins que refonder la fiscalité internationale. Vaste programme, comme disait l'autre. On commence par quoi? On commence par analyser l'activité économique, la création de valeur, se poser la question de savoir si l'économie incorporelle est aujourd'hui bien envisagée. La réponse étant, de notre point de vue au FMI, probablement pas aujourd'hui. On a une activité qui est de moins en moins documentée par des échanges de produits,
par des lieux de fabrication, par des établissements stables, pour utiliser une terminologie de fiscaliste, et où clairement on doit se poser la question de savoir où est l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Sachant qu'elle ne sera plus probablement dans les années à venir définie par un lieu de fabrication, un lieu d'échange, un lieu de commercialisation géographiquement défini, il faut s'interroger sur la nature territoriale de la fiscalité, sur la façon dont on appréhende la création de valeur, selon qu'on décide que c'est au niveau de la distribution, selon que l'on décide si c'est au niveau de la valeur résiduelle supérieure à celle correspondant à l'activité normale qu'on pourrait trouver aujourd'hui encore dans les notions de prix de transfert en matière fiscale. Ça nécessite de se reposer toutes les questions dans ce domaine, parce que l'assiette, les critères, les taux, les bénéficiaires ne sont plus les mêmes que ce qu'on a fait depuis 30 ans. Donc c'est pour ça qu'on appelle, et que moi je prône, cette refonte en profondeur de l'impôt sur les sociétés. Alors quand vous parliez d'éthique, de justice. C'est vous qui en parliez. Oui, pourquoi ? Parce que le sentiment est profond de ce qu'un certain nombre de grands groupes, parce qu'ils arrivent à pratiquer utilement une optimisation fiscale qui est souvent à la marge de ce que serait... On pense tous à Google, Facebook, Amazon, non, Apple, non, pas seulement. non, mais non, attendez, non, ça a toujours été le fait des grands groupes. Vous regardiez des multinationales ayant des activités dans 20, 30, 40 pays, l'optimisation, elle a toujours existé. Ouais. C'est-à-dire que vous vous débrouillez pour mettre des actifs incorporels, notamment dans une filiale hollandaise qui était en liaison avec les îles Caïmans, et vous faisiez un retour par l'Irlande ou je ne sais quoi. Vous arriviez, même si vous étiez fabricant, même s'il y avait par ailleurs un acquittement des taxes de type TVA, etc., vous arriviez à sortir de la valeur et à la mettre dans des lieux à imposition largement inférieure. Mais c'est arrivé à une échelle qui aujourd'hui devient insupportable à beaucoup de pays. Hein. Et c'est surtout... En raison de ces groupes en particulier. Alors, de tous les groupes multinationaux, et c'est renforcé par le fait qu'une série des autres, c'est-à-dire les sociétés de la technologie, arrivent encore plus facilement à procéder à ce type d'optimisation parce qu'il n'y a pas d'éléments tangibles. Voilà. Lorsque je vous ai demandé par quoi on commence, je pensais que vous alliez me répondre, on commence par mettre les pays d'accord. Parce que tant que vous aurez, une fois que vous aurez trouvé la formule idéale, la formule magique, l'équation qui permettra de, est-ce que vous êtes sûr que vous aurez l'accord de tous les pays, y compris les îles Caïmans, je veux dire tous ces paradis fiscaux qui servent de pompe d'accélération à l'optimisation fiscale? Moi j'ai commencé par ça parce que je pense, voyez-vous, qu'on n'arrivera plus probablement à se mettre d'accord. Il est évident que ça passe par une coopération internationale, parce qu'à défaut, puisque je remettais en cause la territorialité de l'impôt, forcément on est obligé de passer par un accord international. Mais je pense qu'on a plus de chances de tomber d'accord sur l'analyse technique, sur la localisation de valeur, sur les flux. Avant de se poser la question, une fois qu'on aura identifié cette base, se poser la question beaucoup plus délicate, où est-ce qu'on l'impose et qui perd, qui gagne. D'abord la boîte à outils et ensuite comment on s'en sert et qui. C'est ça? C'est un processus, ça prendra combien de temps? Il faudrait que ça soit terminé avant 2020 parce que très court, si ça ne l'était pas, c'est horriblement court. Moi, je me souviens des négociations qu'on avait eues au moment où les logiciels commençaient à monter en puissance et où on n'était pas vraiment en capacité de déterminer la valeur fiscale la valeur marchande pour asseoir la fiscalité sur ces produits-là. On avait mis beaucoup de temps. Mais là, si on n'arrive pas à se mettre d'accord, et l'OCDE fait un travail de fond énorme sur le sujet, nous, on est obligé d'apporter aussi le point de vue de tous ceux qui sont extérieurs, c'est-à-dire les pays en développement, un certain nombre de pays émergents qui risquent de se trouver en périphérie de ce qui est actuellement à l'étude. Si on n'y arrive pas d'ici 2020, vous avez un certain nombre de pays qui, de toute façon, iront de l'avant et ça donnera une espèce de cacophonie en ordre dispersé où il y aura de l'imposition ici, il n'y en aura pas là, et du coup, on sera à nouveau victime potentielle de la localisation optimale et de schémas d'optimisation qui seront facilités. Le rôle du FMI dans ce process-là, c'est quoi? D'abord, on constitue un forum où tout le monde est à égalité. C'est-à-dire que vous soyez le Ghana, l'Angola, le Japon, les États-Unis, l'Allemagne ou la France, tous les pays ont la parole. Un pays, une voix.
pas dans le système de votation, comme diraient les Suisses. Non, mais une voix VOX. Mais une voix VOX, voilà, c'est ça. On a, au sens de la parole. Oui, au sens de la parole, parce que c'est un des grands avantages du Fonds monétaire international, c'est d'avoir des systèmes de majorité qualifiée en fonction du poids économique des États. Ce qui le rend, je crois, un peu plus efficace que ceux qui fonctionnent sur la base de un pays, une voix pour s'exprimer en termes de vote. Mais un forum où chacun peut s'exprimer et être soutenu dans ses points de vue par une capacité d'analyse que l'on détient au Fonds monétaire international, parce qu'il y a de brillantissimes économistes, quelques-uns diplômés de cette université d'ailleurs, et je les en remercie, pour aider tous les pays, premièrement. Donc Deuxièmement, j'allais dire un grand débat, mais on sait qu'après le grand débat, il faut sortir des pistes et prendre des décisions. Deuxièmement, l'universalité de l'institution. C'est-à-dire qu'un certain nombre de forums aujourd'hui travaillent activement à proposer des pistes de réflexion et des axes de recherche, mais ont une quarantaine d'États membres. On a 189 États membres, oui. Et on est obligé de se poser la question à chaque fois, de se dire où et comment vont être traités et fiscalisés les 200 milliards d'euros auxquels normalement les pays en développement devraient avoir droit et auxquels ils n'ont pas droit. Donc ça, c'est un deuxième avantage du Fonds monétaire international. Troisièmement, on a une capacité de recherche sous l'autorité de Gita Gopinath, sous l'autorité de Victor Gaspard, qui, dans les domaines de la fiscalité, ne va pas au fond des soutes en remontant, en serrant tous les boulons, en dévissant tous les écrous, etc. Parce que ça, on n'a pas suffisamment de fiscalistes pour le faire, mais qui sont capables d'analyser les effets macroéconomiques de tel ou tel grand axe de recherche en fonction des critères qui seront définis. Voilà, c'est un papier qu'on vient de publier qui est disponible sur le site du FMI. Sur le site du FMI. Merci d'avoir lu mon discours. .org. Je me demandais, malgré tout, si, compte tenu de l'autorité morale et de la stature qu'est le FMI, le fait de développer désormais un discours comme celui-là, un discours qui met en avant les dérèglements, y compris les dérèglements, j'allais dire, moraux, on parle d'éthique, on parle de transparence. Est-ce que ça ne nourrit pas justement le doute de tous ceux qui sont contre le système non, puisqu'on propose de l'améliorer. Il faut y participer à cette amélioration-là. Si on laisse le statu quo en l'état et qu'on continue à avoir des mécanismes d'optimisation, le sentiment ou la perception de ce qu'un certain nombre de grands groupes échappent à l'impôt alors que les petites et moyennes entreprises, elles, le prennent plein pot. Si on continue à laisser fructifier des lieux à très faible imposition avec des activités un peu illusoires, ça c'est de nature à alimenter les frustrations, les colères, les mécontentements. Donc il faut travailler à l'amélioration du système. Je vais passer la parole aux étudiants, mais d'abord, je voudrais vous poser une question qui est en lien avec l'actualité française. On est en plein procès Tapie, procès Crédit Lyonnais Tapie. Vous avez vous-même été mis en cause par la justice, poursuivi, jugé par la Cour de justice de la République en tant qu'ancienne femme politique. Aujourd'hui, quand vous arrivez en France, quand vous atterrissez en France, vous vous dites quoi? Zut, j'y retourne, ou vous avez effacé ça de votre mémoire? J'ai eu mon procès à moi. Oui. Donc moi, j'ai donné, j'ai largement participé par les voies de l'instruction. C'est une affaire qui est derrière moi et je ne commande pas une affaire judiciaire qui est en cours, qui évidemment m'intéresse dans son déroulement et dans sa fin, j'espère. Oui, qui n'est pour l'instant pas à vision humaine, puisque les débats se poursuivent et on ne sait pas exactement, évidemment, dans quel sens la justice va trancher. Je vais passer la parole aux étudiants qui ont préparé des questions. Anne-Charlotte Parâtre, est-ce que vous pouvez poser votre question? Bonjour. Bonjour. Anne-Charlotte Parâtre, je suis étudiante en Magister Banque Finance Assurance de l'Université Paris-Dauphine et actuellement en stage en investissement chez BPI France. Du coup, ma question porte sur la finance et le climat. Aujourd'hui, dans un contexte de manifestations étudiantes pour le climat, on entend souvent dire que si le climat était une banque, on l'aurait déjà sauvé. Donc ma question est la suivante. Pensez-vous que le FMI que vous dirigez, compte tenu de son influence, pourrait être le premier partenaire d'une banque climatique? Et quels moyens le FMI met-il en œuvre pour favoriser la transition énergétique? Merci. Merci et félicitations parce qu'on a absolument besoin de femmes dans la finance, dans l'assurance, dans tous ces métiers-là. Donc bravo, tenez bon et faites des émules. Marie Moussou,
Marie Moussou avait préparé une question sur les femmes, elle vous la posera dans un instant. Ne vous inquiétez pas, on va y revenir. Parfait. Alors, la banque, est-ce que la banque, si le climat était une banque, est-ce qu'on l'aurait déjà sauvé? Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que nous, on peut faire? Parce qu'on peut tous faire quelque chose. Ça, c'est mon postulat de départ. Il y a 5 ans à Davos, j'ai dit, si on continue comme ça, on sera fried, grilled, toasted and roasted. Voilà. Et c'est vraiment ma conviction profonde. Donc, il faut que là où on est, avec les moyens qu'on a, il faut faire quelque chose. Donc, une de mes fiertés, depuis que je suis arrivée au Fonds monétaire international, c'est que j'ai convaincu non seulement les équipes, là il n'y avait pas besoin de beaucoup d'efforts, mais j'ai surtout convaincu le conseil d'administration du Fonds monétaire international que les questions de nature climatique présentaient une dimension suffisamment macroéconomique pour justifier qu'on s'y intéresse. Parce qu'avant, on disait « ah non, c'est pas macro ». De la même manière que les femmes, leur contribution à l'économie, c'est pas macro. Donc, notamment sur ces deux questions, mais également sur les inégalités et sur la corruption, j'ai réussi à convaincre le Conseil que oui, c'était macro. Pas systématiquement dans tous les pays, mais sur le climat, si. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a travaillé et on continue à travailler de manière systématique sur 2 sujets principaux. Le premier, c'est l'élimination des subventions à la consommation des énergies fossiles. Et on en a des wagons dans le monde entier, et pas seulement dans les pays producteurs de pétrole, il y en a dans de très très nombreux pays. Donc ça, c'est le premier effort, et celui sur lequel, on produit un chiffrage. On met à jour ce chiffrage qu'on avait produit il y a maintenant 4 ans, si je me souviens bien. Je crains, hélas, qu'on n'ait pas été particulièrement suivi des faits. C'est-à-dire qu'on est encore en présence d'un volume de financement budgétaire de type subvention qui sont beaucoup trop élevés. Mais ça, c'est la première chose qu'on fait. Alors, on fait la recherche, on fait le chiffrage, on l'indique chaque fois dans nos articles 4, qui sont des audits annuels qu'on fait des économies du monde entier, des États membres du FMI. Et puis quatrièmement, chaque fois qu'on peut, à l'occasion d'un programme où là on détient une espèce de levier de contrainte financière, chaque fois on inclut cette nécessité dans le programme. En Égypte, par exemple, où on est en programme actuellement, on a demandé graduellement l'élimination des subventions aux énergies fossiles. Deuxième axe de travail aussi, c'est celui qui consiste à pousser la taxation du carbone. Alors je sais que c'est pas du tout, je sens le journaliste super professionnel que vous êtes, qui dit « Ah, taxe carbone ». Non, mais nous on est pour la taxe carbone, mais si elle a un prix. Alors, il faut qu'elle ait un prix. Il faut qu'elle ait un prix qui soit opposable et qui soit négociable. Qui soit opposable, qui soit le mieux harmonisé possible dans le monde, parce que sinon on risque d'avoir à nouveau des systèmes de distorsion, d'arbitrage qui ne seront pas bons. Et puis deuxièmement, ce qui est une condition impérative dans les travaux d'analyse que nous avons faits des pays qui ont mis en œuvre avec succès la taxe carbone, et il y en a beaucoup, il faut qu'il y ait une rétrocession à ceux qui sont affectés par la taxe carbone en particulier et qui ont dans leurs obligations quotidiennes de devoir impérativement se servir de leur véhicule et qui subissent un surcoût par conséquent, il faut qu'il y ait une réallocation de ces sommes-là vers eux en priorité. Et je dirais presque pour l'intégralité de la taxation. Donc sur ces 2 questions-là, on travaille constamment et on pousse à chaque fois. Il y a un troisième domaine dans lequel on travaille, mais un peu plus à la marge, parce qu'il y a d'autres leaders dans ces travaux-là, mais on est là, on assiste et on soutient. C'est sur tout ce qui concerne the greening of finance, c'est-à-dire travailler sur des outils, des instruments financiers qui soient respectueux de l'environnement, qui poussent dans le domaine de la lutte contre le changement climatique. Donc là aussi, on est soit en poste d'observateur, soit on fournit des études, mais on n'est pas leader parce que là, il faut qu'il y ait des organisations qui se bougent et qui travaillent sur ces questions. Lucas Franchet se demande si vous ne pouvez pas aller plus loin. Lucas Franchet, je vais formuler votre question. Bonjour. Bonjour Madame Lagarde. Allez-y. Merci pour votre présence. Moi, je me demandais, est-ce que le FMI ne peut pas, lui, investir directement pour cette transition écologique? Mais nous, on n'a pas le droit de faire ça. Alors, celui qui investit massivement dans ce domaine-là, c'est ma petite sœur de l'autre côté de la rue.
On est tous les deux sur La la Banque 19e, mondiale. la Banque mondiale. Donc il y a le FMI d'un côté de la rue, la Banque mondiale de l'autre côté. La Banque mondiale, elle a le droit d'investir dans des projets. Et sous l'autorité de Jim Kim et maintenant de Kristalina Georgievna, qui a pris sa suite à titre intérimaire, il y a vraiment une détermination à maintenir l'investissement dans les projets de nature à lutter contre le changement climatique. Donc, les grands projets d'infrastructure sont dans leur agenda plein pot. Nous, j'investis pas le droit d'investir. La seule chose que je puisse faire, c'est faire des prêts, parfois à taux zéro quand il s'agit des pays en développement, et parfois à des taux supérieurs quand il s'agit d'économies avancées qui se trouvent en difficulté de balance des paiements, mais je ne peux pas investir. D'accord, je comprends bien. Et du coup, est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'action de la Banque mondiale et du FMI va être suffisante pour respecter, par exemple, les accords de Paris? Non. Ah non. Ah non, ah non. Non, parce que le respect des accords de Paris, c'est un engagement qu'ont pris les 100, ils sont 190, je crois, oui, ils sont 190. Avoir signé et pas retirer leur signature. Et pas retirer leur signature. De toute façon, le retrait de la signature américaine, elle interviendra qu'à la fin du préavis, donc au terme du mandat du président Trump. Mais les 190 États membres, ce sont eux qui ont pris des vrais engagements individuels de réduction de leurs émissions. Ce sont eux qui, l'année prochaine, devront rendre compte de leurs efforts respectifs. Comment est-ce qu'ils ont contribué ou pas à réduire les émissions de CO2 ? Et même si la Banque mondiale investissait toute sa capacité d'investissement dans la lutte contre le changement climatique, elle serait très très loin d'arriver à répondre à ces engagements-là. C'est l'affaire de tous, de chacun des pays et de chacun d'entre nous individuellement dans nos vies aussi. Mais les pays ont une vraie grande responsabilité. Et la nouveauté de l'accord de Paris, c'est que l'année prochaine, ils vont devoir rendre des comptes. Est-ce que dans ces affaires très complexes, et on a vu à quel point ça pouvait enflammer la vie politique française, ou la vie tout court, la vie de la société en France, dans ces affaires de conversion et d'augmentation de la taxe carbone, la fiscalité carbone, etc., est-ce qu'il y a un pays qui vous paraît exemplaire ? Les pays nordiques en général. La Suède a, par exemple, semble-t-il, très bien réussi Oui. cette conversion, avec un élément clé, c'est que tout ce qui était augmentation de la taxe carbone et de la fiscalité sur les carburants était compensé par une baisse générale des impôts. Oui. C'est la clé. Mais c'est réalisable. On peut passer le message en France. Hein. Non, mais vous avez raison, Nicolas. C'est réalisable à fiscalité constante. C'est-à-dire que ça peut être fiscalement neutre. Ça peut ou ça doit ? Ça dépend des circonstances. Ça dépend complètement des circonstances. Parce qu'il y a des pays sur lesquels... Je vous donne un autre exemple. Ce n'est pas en matière de taxe carbone, mais c'est en matière de subventions. Un pays comme l'Iran, dans sa première vague de réformes visant à éliminer les subventions, a complètement réattribué aux ménages le montant qui était consacré budgétairement aux subventions. Et ils l'ont réalloué aux ménages les plus... les moins fortunés, et ceux les plus susceptibles d'être affectés par la suppression de la subvention. Ils l'ont fait de manière très intelligente. Ils ont envoyé dans chacun des comptes bancaires des ménages affectés, la veille du jour où les subventions étaient retirées, le montant correspondant à ce dont ils allaient payer le prix. Le prix n'était pas payé, le sou était à la banque. Voilà. Mais il faut chaque fois se poser la question dans chacun des pays: comment est-ce que je vais gérer le solde? Comment est-ce que je vais le réattribuer? Comment est-ce que je vais le communiquer? Et comment je peux rendre mon système crédible? La technique des Iraniens, c'était de le faire juste avant. Day before. Est-ce que le FMI, d'une manière ou d'une autre, a modélisé le risque en matière d'emploi que cette transformation écologique pouvait entraîner? Non, on n'a pas fait ce chiffrage-là. On a fait, en revanche, le chiffrage en essayant justement de dissocier l'impact sur les emplois tenus habituellement par des hommes et les emplois tenus actuellement par des femmes. On a essayé de mesurer l'impact des changements technologiques liées à l'intelligence artificielle, à l'expansion de la robotisation. Mais on ne l'a pas fait sur les effets du changement climatique. Je crois que ça devra être fait de manière très sectorielle. Je pense, je sais pas, au domaine automobile, par exemple, où la transition vers le non-diesel, puis peut-être un jour le non carboné vers du tout électrique ou vers du tout autre, aura des impacts sur l'emploi, bien sûr. Carlos Tavares a dit il y a quelques jours, il y a 10 jours en France, que
ça pouvait menacer jusqu'à 13 millions d'emplois. En tout cas, 13 millions d'emplois seraient impactés plus ou moins simple, directement. vous comptez le nombre En Europe, de pièces que constitue un moteur électrique et vous comparez au nombre de pièces requis par un moteur traditionnel. J'ai entendu dire que c'était 250 fois moins. Oui, c'est de cet ordre-là. Bon, évidemment. Ça simplifie les process industriels. Marie Moussou, les femmes. Oui, bonsoir madame. J'ai vu que, alors je m'appelle Marie Moussou, je suis étudiante en première année de finance à Dauphine. J'ai vu que récemment vous étiez félicité du fait que pour la première fois dans l'histoire, le FMI et la Banque mondiale soient tous deux dirigés par des femmes. Alors les symboles c'est important, mais ma question c'était de savoir si vous pensiez que ça atteste d'un changement véritable en profondeur ou si c'est justement uniquement symbolique. Alors, je crains malheureusement que la Banque mondiale ne soit pas éternellement présidée par une femme parce que Kristalina la préside à titre intérimaire et elle n'était pas candidate et je doute fort que ce soit une femme qui la remplace. Et je le regrette, mais c'est ainsi. Ce qui me paraît beaucoup plus un témoignage de la qualité d'abord de la recherche économique par les femmes et de ce que ça n'est pas un phénomène anecdotique, c'est qu'aujourd'hui, si vous regardez les grandes institutions internationales en matière économique et financière, tous les chefs économistes, je devrais dire toutes les chefs économistes sont des femmes. Que vous regardiez le FMI, Gita Gopinath, la Banque mondiale, l'OCDE, pour ne nommer que ces trois-là, Laurence, oui, sont toutes des femmes. Et vous regardez les grandes institutions bancaires, bon nombre des chefs économistes sont aussi des femmes. Pour autant, je me suis battue, je me bats et je me battrai pour réduire les écarts de participation, pour réduire les écarts de salaire, pour réduire les inégalités. Et elles sont multiples et nombreuses dans les sociétés avancées et dans les économies émergentes et dans les économies en développement. Dans le domaine financier, on souffre d'une pénurie grave en la matière. Quand vous regardez, on a fait cette étude-là sur le secteur financier. Aujourd'hui, quand vous prenez toutes les banques du monde, il n'y a que 2% des banques qui sont dirigées par des femmes. 2%. Quand vous regardez la composition des conseils d'administration de toutes les banques du monde, il n'y a que 20% des femmes sont au conseil d'administration des banques. Il y a quelque chose qui ne va pas bien quand même. Regardez, vous êtes encore plus de femmes que d'hommes. Alors peut-être que c'est un hasard, peut-être, mais c'est aussi parce que vous êtes brillantes. Alors, il n'y a pas 36 000, on ne peut pas juste se lamenter, il faut prendre des actions. Et il faut les prendre ensemble, les hommes et les femmes, parce qu'on a tous à y gagner. Ça, c'est aussi une étude qu'on a faite et qui prouve que lorsqu'il y a une bonne complémentarité, en particulier dans des secteurs où il y a plus souvent d'hommes employés que de femmes. Quand il y a une meilleure complémentarité, on a en général des gains de productivité supérieurs qui bénéficient aux hommes et aux femmes. Donc on y a tous intérêt. Mais il faut impérativement se fixer des objectifs, alors on appelle ça des quotas ou des targets ou des trucs comme ça, mais il faut se fixer des objectifs et il faut vérifier à chaque fois où on en est, de combien on a réduit l'écart, etc. Parce que tout le monde a à y gagner, vraiment. Voilà. Est-ce que les quotas doivent être un mode transitoire ou est-ce que ça doit être définitif? Je veux dire par là, une fois que les femmes ont réussi à faire en sorte que les portes soient entrouvertes. Il ne faut pas qu'elles soient entrouvertes, il faut qu'elles soient ouvertes. Oui. C'est à elles ensuite, au mérite, au bout de quelques années, d'imposer leur présence, non? Alors, à une condition, je vais vous dire laquelle. Ma réponse est oui, mais à une condition. C'est-à-dire que ces portes ouvertes, comme vous les avez mentionnées, elles soient ouvertes à tous les échelons d'une organisation. Parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup d'organisations, le FMI compris, où au FMI, on est à peu près 48,4% de femmes. C'est pas mal. J'aurais de quoi être fier et de plastronner. Mais si vous regardez par échelon, c'est-à-dire, nous, on a des échelons très compliqués, c'est encore pire que l'armée. On va de A1 à A16 et ensuite de B1 à B5 et puis ensuite il y a les postes hors échelon. Enfin bref. Et donc, il faut vérifier à chacune des catégories d'échelons comment ça se présente. Et inévitablement, on s'aperçoit que dans les catégories A1 à A9, c'est nettement plus que 50%. Puis on s'aperçoit que plus on monte dans ces espèces de sphères raréfiées qui s'appellent les B3, B4, B5, là on va arriver au quota qu'on s'est fixé, on sera presque à 30%. Mais il faut qu'on arrive encore plus loin. Donc si on a
réussit à fermer cet écart à tous les échelons d'une entreprise, alors on supprime les quotas, bien sûr. D'accord. Bon, enfin, on sera peut-être obligé d'en réinstituer pour les hommes après. Pour les hommes, bah oui, c'était ma question. En tout cas, de ce côté-là de l'estrade, la parité est parfaite. Ici, là. Ici, oui. Oui. Mais regardez, c'est encore... Oui, mais là-bas, il faut un quota pour les hommes. Hein, on parlait des quotas, on va parler des indicateurs économiques. Une question de Valentina Guerra. Bonjour madame. Bonjour. Merci d'être ici. Je m'appelle Valentina Guerra, je suis étudiante au Master Research in Finance, Master de l'Université Paris-Dauphine. Donc comme vous l'avez cité avant, depuis 2010, le PIB de la plupart des pays a augmenté. Pourtant, de moins en moins de citoyens estiment se sentir plus riches. Il est donc légitime de se demander si la valeur monétaire d'un ensemble de biens et services reste la mesure adéquate de la richesse d'un pays et du niveau de vie de sa population. Pensez-vous qu'il soit nécessaire de changer cet indicateur afin de faire évoluer le modèle économique mondial qui prévaut aujourd'hui? Je vous remercie. Excellente question. Excellente. Je vais vous donner une réponse en 2 temps. Ma première réponse, c'est que se contenter, comme je l'ai fait d'ailleurs, bêtement, de donner un chiffre global pour l'augmentation du PIB dans tel ou tel pays, ou du PIB global. Un PIB global, c'est un peu moins idiot, mais par pays, en tout cas, je trouve que c'est un très mauvais outil de mesure. Il faut le faire en augmentation du PIB par habitant. On peut se réjouir que, par exemple, tel pays africain connaît une croissance de l'ordre de 5,3% de son PIB en général, et on s'aperçoit quand on le ramène au PIB par habitant, ben on est pratiquement plat ou même négatif. Donc il faut impérativement, moi je le demande toujours dans mes préparations de speech, de voyage, de visite, etc., donnez-moi le PIB per capita. Donnez-moi le PIB si vous voulez, c'était les augmentations de croissance, mais donnez-moi le PIB par capita et les variations de PIB par capita, premièrement. Deuxièmement, il y a toute une série de choses qui ne sont pas prises en compte dans le produit intérieur brut, et vous le savez, vous l'avez très bien insinué dans votre question, qu'il s'agisse des externalités qui ne sont pas du tout prises en compte, notamment dans le domaine climatique, dans le domaine de la dégradation de l'environnement, et puis il y a toute une série de travaux. Quand vous faites du repassage, quand on s'occupe de son jardin, qui là non plus n'entrent pas dans la prise en compte du produit intérieur brut. Donc ça n'est pas suffisant en soi, et il faut impérativement, en attendant qu'on arrive à trouver cet élixir formidable qui prendra en compte tous les éléments, au moins tenir compte d'un certain nombre d'autres indices qui existent et qui viennent en complément du produit intérieur brut. Moi, j'ai un petit regret parce que à l'époque où j'étais ministre des Finances, on avait, sous l'impulsion du président Sarkozy, parce qu'il était très convaincu de la chose, on avait lancé une commission qui était la commission Stiglitz-Fitoussi, Amartya Sen, et on avait travaillé sur une autre définition du PIB. Exactement. Ouais. Et puis, bon, ça a été, je pense, repris un petit peu, mais ça n'a pas vraiment ça n'a pas débouché, en tout cas, sur une révision déchirante. Mais il faut, en tout cas, pour le moment, prendre les autres indicateurs aussi en ligne de compte. Et il faut mettre du green dedans? Mais si on prend en compte les externalités, forcément, on va prendre le green. Question de Mouna Titi, pardon. Bonsoir Madame Lagarde, merci d'être ici. Je fais partie du Master 2, Audit et Financial Advisory. Je travaille en ce moment à Deloitte. C'est le Master 2 de Oui, Audit et Financial Advisory. Alors ma question, du coup, c'est la suite des autres questions sur l'économie verte. Des banques, ou en tout cas des investisseurs, justement, veulent accompagner cette économie verte avec la finance verte, l'émission de green bonds par exemple. Est-ce qu'au sein du FMI ou d'une autre organisation mondiale, il y a des organes qui régulent cette activité? Est-ce que cette activité est régulée au point de voir si ces green bonds, par exemple, financent des projets à impact écologique positif? Et finalement, comment s'assurer que ça ne mène pas non plus à l'implosion d'une bulle? Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu de nouveaux produits financiers, qu'il y a eu une excitation des marchés, ça a eu justement ce genre d'impact. Merci. Alors, je ne suis pas forcément la mieux placée pour vous répondre, et la Banque mondiale ferait ça beaucoup mieux que moi. Et je ne sais pas si c'est au sein de IFC ou au sein de la banque elle-même
qu'existe cette espèce d'organisme de vérification d'une certaine manière et de validation. Je sais qu'ils le font pour leur projet à eux et qu'ils ont un programme qui est en place pour participer, par exemple, pour partie en tout cas, à de telles émissions ou pour participer à la première tranche qui serait la tranche à risque sur laquelle ils engageraient un petit peu leur poids financier pour soutenir des produits structurés. Mais c'est une question qui est absolument déterminante parce que, à défaut, on risque d'avoir toute une série de produits illusoires mis en place par... Je ne pense pas que les banques s'aventureraient à faire des projets hasardeux et vaseux, mais on peut ça peut arriver, hein. Oui, ça a eu arrivé, comme disaient les... Comme on dit dans le Sud parfois. Non, mais c'est extrêmement important. Et ce que j'espère, en tout cas, c'est qu'on aura un développement des agences de notation pour apprécier en particulier les produits divers. Parce que sinon, on risque effectivement la zone d'abus. Réglementation, normes, plusieurs questions préparées par les étudiants. Je pense à celle de Mohamed Sidi Baba, par exemple. Bonjour. Ma question porte sur l'opportunité de remplacer la réglementation baloise et les garanties implicites des États par une autorégulation des banques. Une autorégulation fondée non pas sur des ratios, mais sur la prise de risque, ce que les anglo-saxons appellent skin in the game, où chaque banque sera amenée individuellement à protéger la totalité ou une partie de sa dette grâce à une assurance privée ou des produits de couverture sur la dette. C'est une solution, je pense, socialement moins coûteuse si on pense au plan de sauvetage financé par les impôts et avantageuse pour les capitaux propres. Qu'en pense Madame la Directrice Générale? Je pense que Christine Lagarde, pardon, je vais peut-être vous demander aussi à Doreen Titelman de poser ces questions parce qu'elle est à peu près du même ordre. En tout cas, elle relève de tout ce qui est réglementation, asphyxie du secteur par une accumulation de réglementation. Doreen. Bonsoir Madame Lagarde, je m'appelle Doreen Titelman. Bonsoir. Je suis actuellement étudiante en Master 203 Parcours Financial Markets. Et ma question, c'est, vous avez récemment émis le souhait d'une mise à niveau éthique du secteur financier. Et on observe que dans la réglementation, on passe d'une régulation, excusez-moi, de régulateurs qui étaient auparavant focalisés sur la stabilité financière et maintenant qui le sont plus sur la bonne conduite des banques en général et de chacun de leurs employés. Et ma question, c'est qu'en pense le FMI dans un contexte de ralentissement de la croissance? Alors, vos deux questions sont très très importantes. Sur votre première question, je pense qu'on touche à un des éléments de colère et de frustration qui ont animé et qui animent encore un certain nombre de gens. Parce qu'ils ont eu le sentiment, justement, que des banques ont été sauvées, que les États se sont engagés et que ça s'est fait, finalement, à coût budgétaire, c'est-à-dire financé par les impôts. Je crois qu'il faut aussi se poser la question, au passage, de qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas fait ça? Est-ce qu'on n'aurait pas eu, à l'époque, une espèce de déconfiture générale du système financier et bancaire, entraînant une perte colossale pour l'ensemble des déposants, l'ensemble des épargnants? Donc, les mécanismes d'assurance dont vous parlez n'étaient pas en place, et compte tenu des risques systémiques qui se profilaient, je pense que la seule solution, c'était celle qui a été mise en œuvre et qui a permis au passage d'ailleurs aux États de récupérer la mise. Quand vous regardez par exemple le TARP, qui a été le plan à 750 milliards de dollars qui a été mis en place par les États-Unis, le Trésor américain a récupéré toute sa mise et plus. Les Britanniques n'ont pas encore complètement cédé l'intégralité de leur participation dans toutes les banques qu'ils ont contribué à renflouer, mais ils vont y arriver. En France, même chose. Donc ces deux choses-là, il ne faut pas les oublier. Pour autant, je pense que vous avez raison. Sans jeter aux orties ni BAL 3, ni BAL 3+, ni BAL 4. Parce que ce sont aussi des systèmes de fixation de ratios, de détermination généralement consentis, convenus entre banques centrales qui, je pense, réfléchissent pour l'intérêt général
de leur pays respectifs et du système et de la stabilité du système dans son intégralité. Pour autant, toute la question de l'assurance contre le risque de déconfiture ou de déroute bancaire n'a pas été dans la liste de leurs top priorités. Donc aujourd'hui, on est en présence de systèmes où les États sont encore exposés. Et c'est pour ça que cet après-midi, à la Banque de France, je répétais un principe sur lequel nous sommes très fermes. Il faut notamment qu'au sein de la zone euro, l'union bancaire soit finalisée et que le mécanisme d'assurance collective financé par les banques, afin de garantir les déposants et de garantir que les contribuables ne soient pas mis à contribution pour sauver les banques, soit mis en place le plus vite possible, graduellement. Parce que les banques vous diront, oui, alors, nos marges sont rétrécies, les fintechs nous prennent notre travail, et en plus, vous nous collez une prime d'assurance énorme sur le dos. Il faut aller dans cette direction, il faut y aller graduellement et mettre en place un système d'assurance interne qui permette de faire face sans que les budgets des États soient sollicités. On a aujourd'hui encore de trop nombreux pays où l'espèce de lien incestueux entre la banque, les banques ou la banque et l'État est un risque majeur pour l'économie d'un pays et pour ses contribuables. Alors, l'autre question que vous avez posée qui rejoint un peu celle-là, c'est quels principes éthiques on met en place et par quel mécanisme on contrôle le respect de ces règles dans chacun des établissements. Et là, très clairement, la réglementation a été renforcée, les systèmes de sanctions ont été alourdis, mais il faut absolument que les règles d'éthique fassent partie du fonctionnement naturel, normal, même quand personne ne regarde. Et ça, pour moi, c'est l'espèce de critère absolu, c'est-à-dire que cocher des cases, se soumettre à des audits hiérarchiques, savoir qu'on risque d'être contrôlé, tout ça, ce sont des éléments nécessaires, importants. Mais comment est-ce qu'on se comporte? Comment est-ce qu'on respecte la règle quand personne ne regarde et que finalement ça peut passer un peu à l'as? C'est ça qui est important. Antoine Chen et Camille d'Allemagne ont tous les deux une question sur la Chine. Je vous propose de la poser voilà, dans la foulée. Oui, bonsoir Madame Lagarde. On va parler de la Chine qui était en l'actualité en France ces derniers jours. Aujourd'hui, la plupart des transactions internationales se font en dollars. Et un des aspects du projet des nouvelles routes de la soie, c'est justement de développer le yuan comme monnaie de référence, notamment avec des yuans convertibles or. Et je souhaiterais savoir ce que le FMI pense de ce projet, quelle est votre opinion personnelle, et si d'ici 10 ou 20 ans, le dollar va perdre son hégémonie. Et Camille ? Madame, Camille d'Allemagne, étudiante en Master 2 Banque et Finance. Toujours sur la Chine, on voit qu'au Congo, au Mozambique, au Kenya, pour ne citer que, la Chine finance en bilatéral de plus en plus de projets industriels. Comment le FMI voit-il le rôle de Pékin en banquier d'Afrique? Merci beaucoup. Superbe question. Oui, en tout, c'est des bonnes questions. Hein. Bah oui, mais ils sont bons, forcément. Bon. Bravo. Alors, que le renminbi joue un rôle accru dans les échanges internationaux, ça me paraît en soi plutôt une bonne chose. On a aujourd'hui des échanges internationaux, des réserves de banque centrale qui sont, pour une grande partie d'entre eux et d'entre elles, libellées en dollars. On a une deuxième monnaie de réserve qui est l'euro, mais c'est un deuxième loin derrière. Et puis on a le renminbi qui fait partie des 3 ou 4 autres monnaies qui sont régulièrement aussi présentes dans les bilans des banques centrales. Je pense qu'il suffit de regarder l'histoire, la façon dont, par exemple, la livre sterling a été remplacée par le dollar, ça a pris très longtemps. Et puis tout d'un coup, c'est arrivé. Et je pense que historiquement, ce qu'on voit quand une monnaie de réserve est remplacée par une autre, on voit toujours ce processus-là. Ça vient très doucement, très graduellement, et puis tout d'un coup, toutes les conditions sont réunies, et là, ça se précipite. Donc, il n'est pas exclu que le dollar ne soit plus la monnaie de réserve internationale, certainement pas dans les années proches. Ça prendra certainement beaucoup plus longtemps que ce qu'on peut imaginer, mais il se peut parfaitement que ça vienne.
Est-ce que ça sera remplacé par l'euro? Est-ce que ça sera remplacé par le renminbi? Est-ce qu'on aura un système multipolaire où 3 grandes monnaies de réserve seront à parité entre elles, à la fois dans les transactions internationales et, comme unité de réserve? Difficile à dire. Mais aujourd'hui, on est très clairement en présence d'un système où le dollar règne encore en maître, à la fois dans les transactions et comme monnaie de réserve. Avec le développement de la Belt and Road Initiative, qui couvre tous les pays de la Chine à Trieste, Italie, en passant par Djibouti et un certain nombre d'autres destinations africaines, que dans le cadre de ce projet-là et de ces investissements massifs qui sont consentis par la Chine, soit en direct, soit par le biais d'un certain nombre de sociétés d'État, qu'il y ait une exigence de libeller les échanges et les transactions en renminbi, ce n'est pas tout à fait surprenant. Et on ne peut pas franchement leur en vouloir non plus. Là où, en revanche, il faut qu'on soit extrêmement vigilant, et c'est un rôle auquel nous nous astreignons et auquel la Banque mondiale s'astreint aussi, c'est qu'il faut impérativement qu'il y ait une transparence d'information, une acceptation de la part des créanciers et des débiteurs de ce que les montants, les maturités, les conditions générales des prêts soient communiquées. Pourquoi? Parce que tout simplement à titre de stabilité, au titre de la stabilité. Parce que le jour où certains de ces pays se trouvent en difficulté, il faut aller mettre le nez dans les passifs, il faut regarder de quoi ils sont constitués, il faut savoir qui sont les créanciers, et quand on a besoin de faire un plan de restructuration de la dette d'un pays, il faut qu'on sache de quoi on parle. Or aujourd'hui, la Chine notamment n'est pas présente au Club de Paris, ne se soumet pas aux obligations que les membres du Club de Paris respectent. Et par conséquent, ça rend la restructuration des dettes de pays très compliquée, d'autant plus qu'on a eu quand même une prolifération de souscriptions d'emprunts obligataires par les États africains, notamment ceux que vous mentionniez, qui ont été souscrites de manière générale et très vaste. Donc on a aujourd'hui, on est en présence, contrairement à ce qu'on a eu il y a 20 ans quand on a fait le plan de rééchelonnement et d'abandon de dette pour les pays en développement, on a une espèce de forêt de créanciers dans laquelle il va falloir, et il faut parfois se dépatouiller avec difficulté. Donc c'est pour ça que nous, on est très très attentifs à cela, et je pense qu'il faut jouer ces règles du jeu, parce que sinon, tout le monde y perdra. Les débiteurs, les créanciers, compris. Un mot rapide à propos de monnaie dominante. Comment est-ce que le FMI vit ou réagit à l'espèce d'impérialisme du dollar américain et des Américains, par exemple en ce qui concerne le commerce avec l'Iran pour les autres pays? Mais ça, ce sont les pays eux-mêmes, soit objets de sanctions, ce qui entraîne une situation économique en Iran qui est très mauvaise, soit les pays qui sont en relation commerciale avec l'Iran, qui subissent ces conséquences-là. Oui, mais quelle est votre position, vous, FMI? Vous laissez faire? C'est pas qu'on laisse faire, c'est qu'on ne joue aucun rôle politique, et je m'interdis totalement de me prononcer sur un aspect politique. Je ne peux que mesurer les conséquences économiques, et je viens de vous indiquer ce à quoi ça correspondait pour l'Iran. Alors, Christine Lagarde, il nous reste une toute petite poignée de minutes, toute petite, pour traiter 2 questions absolument fondamentales, celle de Adrienne Gironde et celle de Nicolas Lukaszewicz, qui sont toutes les deux liées à l'éducation, l'enseignement de l'économie et la manière dont les Français vivent ou ressentent l'économie. Je vous écoute. Bonsoir Madame Lagarde. Bonsoir. Donc, je m'appelle Adrien de Gironde et je suis étudiant au sein du M1 Finance. Bonsoir Adrien. Ma question est la suivante. Un peu plus de 10 ans après la crise économique des subprimes, beaucoup de Français se méfient encore du monde de la finance et notamment du côté spéculatif de celui-ci. Ainsi, comment selon vous pourrait-on réconcilier les Français avec le monde de la finance? Est-ce qu'il faudrait encore davantage de restrictions sur les activités de marché des grandes banques? Est-ce qu'il faut plus de transparence, ou alors est-ce qu'il faut globalement une finance plus éthique en encourageant davantage les investissements socialement responsables, ou encore autre chose? Et la question assez ouverte. Et la question complémentaire de Nicolas Lukaszewicz. Bonsoir. Nicolas Lukaszewicz, je suis également étudiant en Master Finance. Donc, ma question fait écho à celle qui vient d'être posée et elle concerne plus précisément l'enseignement. Je voulais savoir notamment quelles étaient, selon vous, les mesures qu'il faudrait prendre, ou des pistes qu'il faudrait explorer dans la façon dont est enseignée la finance aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'un étudiant en finance puisse se dire
je vais étudier la finance parce que c'est l'outil qui me permettra... Être fier de ce qu'il va étudier et de ce qu'il va faire ensuite comme métier. C'est l'outil qui me permettra d'appréhender les enjeux économiques, sociaux et environnementaux auxquels il devra faire face assez rapidement. Merci. D'abord, je crois que l'ensemble des éléments que vous avez mentionnés tout à l'heure, c'est-à-dire la transparence des outils, une communication claire et compréhensible par le commun des mortels, c'est-à-dire pas nécessairement par des gens qui sont doctorants en économétrie ou qui sont en PhD Finance. Le caractère honnête de cette communication, y compris sous les aspects produits financiers de nature à lutter contre le changement climatique, y compris sur l'analyse de ce qu'est le Social Impact Finance, qui prospère actuellement dans un certain nombre de pays et sur lequel il faudrait vraiment qu'il y ait toute la lumière et toute la clarté sur la finalité de leur but. Tout ça, à mon avis, ce sont des éléments de nature à aider à réconcilier avec les utilisateurs de la finance. Je crois qu'on disait que c'était Jacques Delors qui avait réconcilié les Français avec la bourse, non? Du temps où on était jeunes. Jacques Delors, oui. Pierre Bérégovoy aussi, oui, voilà. Temps, bon, les ministres des Finances successifs de la période Mitterrand II, si j'ose dire. C'est ça. Et M. Bérégovoy était garagiste de son état et de sa formation, et il communiquait très Alors, de manière Monory extrêmement. aussi. Monory était aussi dans cette catégorie-là. Oui. Donc, moi, j'ai beaucoup, au Fonds monétaire international, combattu pour qu'on oublie les abréviations, qu'on fasse des phrases courtes, une idée, une phrase, et qu'on évite de jargonner. Parce qu'il n'y a rien de tel que les économistes parlant aux économistes, les financiers parlant aux financiers, les informaticiens parlant aux informaticiens, et vous ne comprenez plus rien. Et tout va ensemble. C'est-à-dire qu'il faut à la fois que les technologies, l'économie et la finance soient réconciliées autour d'un langage clair, aisément compréhensible, pour que les capacités d'épargne, la capacité de maturation des masses financières soient comprises, acceptées. Déjà, quand je dis maturation, je me rends compte que on est limite. Oui, on est limite, exactement. Le fait de transformer la maturité, c'est-à-dire d'avoir des dépôts à relativement court terme et de les transformer intelligemment avec les sécurités nécessaires en prêts à beaucoup plus long terme. Mais il faut arriver absolument à faire cet effort. Et vous devez participer à cet effort-là. Vous devez, évidemment c'est facile à dire parce que je ne suis pas professeur, je n'ai pas de problème de hiérarchie, etc. Mais il faut que vous ayez cette exigence vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de vos enseignants. Parce qu'on se dit souvent, quand on démarre dans ce métier, on se dit « Oh, je vais utiliser tout un tas de jargon très sophistiqué et là, on m'écoutera ». C'est faux. En fait, on se protège avec le jargon. On se protège, on s'isole et on fonctionne en vase clos. Ce n'est pas la finalité de ce que vous avez envie de faire. Vous avez envie de vous engager dans la vie, vous avez envie de contribuer à un certain nombre de causes, vous avez sûrement envie aussi peut-être de gagner un peu d'argent, il n'y a rien de mal à ça, mais il faut impérativement le faire en étant des contributeurs, en n'étant pas en s'excluant pas de la société. Donc ça me paraît vraiment un impératif absolu dans les domaines financiers, économiques et dans le domaine des technologies. Alors du coup, j'ai oublié votre question à vous. Vous y avez répondu en partie, qui était comment est-ce qu'il faut réformer les études, comment est-ce qu'on peut... Alors, j'ai pas regardé les cursus en détail des enseignements que vous recevez. Ce que j'espère très très vivement, et si jamais c'était pas le cas, je suis sûr que c'est un oubli ou que en tout cas il sera remédié très vite, mais il faut impérativement que vous ayez un enseignement dans le domaine de éthique. J'imagine que c'est le cas, mais il ne faut vraiment pas le considérer comme étant un truc qui est beaucoup moins important que les fonctions éminemment scientifiques, mathématiques, statistiques, algorithmiques et économétriques que vous étudiez par ailleurs. C'est largement aussi important. Et donc j'espère que, que même quand personne ne regarde, les questions d'éthique, elles resteront avec vous toujours. Parce qu'on compte sur vous.
Merci beaucoup, Christine Lagarde. Je vais demander à Frédéric Gonand de nous rejoindre ici sur l'estrade. Frédéric, qui est professeur à Dauphine, et c'est votre ancien conseiller économique. Voilà. Mon premier conseiller macro quand j'étais au ministère des Finances. Je vais lui laisser ma place et c'est lui qui va vous remercier avec les applaudissements de toute la salle. Merci beaucoup. Merci, Nicolas. Je serai bref. C'est très mauvais de commencer comme ça, Frédéric. Au conseil d'administration, j'ai un administrateur qui, je ne dirais pas sa nationalité, mais il commence toutes ses interventions, qui sont limitées toutes à 4 minutes. Ils n'ont pas le droit à plus. Il commence toujours par dire « I'm going to be very brief ». Et alors là, vous pouvez être sûr qu'il va passer à 6 minutes, garanti. Très bien. Madame la ministre, Madame la Présidente, chers amis, il me revient donc de terminer cette conférence en quelques mots. Alors, la dernière fois que j'ai eu à prononcer des remerciements pour un décideur public, c'était en Iran. L'intéressé avait un grand turban noir sur la tête et c'était le gendre de l'ayatollah Khomeini. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, il était évident que je ne peux pas reprendre les mots que j'avais utilisés alors, parce que ce soir, il n'y a pas de turban noir, mais il y a une célèbre chevelure blanche. Il n'y a pas de barbe, mais il y a un grand sourire. Il n'y a pas de persan, mais il y a un anglais sans nuage. Alors je me suis dit aussi que je ne pouvais pas refaire le coup du discours en alexandrin, parce que je l'ai déjà fait en 2011. Et puis j'ai remis le couvert à Dauphine aussi, il y a un an. Alors Madame la Ministre, vous n'avez peut-être pas conscience qu'il est très très rare d'avoir un amphithéâtre de près de 1000 étudiants qui ait été aussi silencieux pendant plus d'1 heure. Alors certes, nous sommes à Dauphine et les étudiants sont excellents. Ça marche toujours. Mais nous avons aussi évidemment tous été passionnés par vos analyses et au-delà par l'exemple que vous donnez. Merci donc d'être venus parmi nous ce soir, vous qui avez tant de dossiers à gérer, tant de personnes à rencontrer, et qui, malgré tout, privilégie toujours les manifestations qui forment la jeunesse. Merci de représenter pour beaucoup de femmes dans le monde un exemple et un espoir, un rôle que vous assumez avec beaucoup de grâce, d'élégance et de conviction. Merci de montrer aussi que l'accès aux plus hautes responsabilités est possible pour ceux qui travaillent beaucoup, pour ceux qui ne se plaignent pas. Tout ça, on en a parlé. Hein. Ceux qui ne bousculent pas leurs voisins ou leurs collaborateurs, pour ceux qui sont exigeants avec les meilleurs et bienveillants avec les plus faibles. Merci aussi d'avoir rappelé que l'efficacité économique souffre des comportements individuels, prédateurs et violents, et tire profit de la confiance et du respect. Et pour finir sur une note plus personnelle, merci aussi d'être resté vous-même, au long de toutes ces années, dans une vie en forme de tourbillon, et puis de continuer à diffuser ces valeurs à travers le monde. À tous, merci et bonne soirée.